Bon, je commence direct parce que sinon je vais me faire arrêter par Mélanie. Il y a un truc qui fait de l'ombre. Voilà. Donc, je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a dans Oxygène. Enfin, Oxygène n'est pas encore sorti et c'est pas encore, tout n'est pas encore fini dedans. Donc je vais vous présenter ce qui a déjà été livré dans Oxygène jusqu'au milestone 5. Juste pour me présenter, je m'appelle Olivier Prouveau, je fais du Eclipse depuis un petit bout de temps, formation, expertise, et puis je mets en contact les gens sur Eclipse. Ma société c'est opcoach.com et mon Twitter c'est opcoacheclipse. Alors, juste avant de vous présenter toutes ces nouveautés, j'ai juste fait 3 slides pour vous rappeler un petit peu comment se passe la livraison d'Eclipse. En fait, ça ne sort pas par hasard, une version d'Eclipse, il y a tout un process très détaillé qui consiste à livrer une version tous les mois de juin. Mais entre 2 mois de juin de 2 années consécutives, il y a pas mal d'étapes qui doivent être suivies. Et donc chaque mois de juin, vous avez une nouvelle version de l'IDE avec tout un ensemble de projets qui sont synchronisés autour de l'IDE et qui sont cohérents et compatibles avec. Ça s'appelle la Simultaneous Release. Et cette Simultaneous Release a su également un certain nombre de règles. Donc il y a tout un plan qui est défini avec des règles d'intégration de projets dans ce release train qui doit garantir qu'au mois de juin ça fonctionne. Chaque projet se gère de manière indépendante, mais à un moment donné, un projet il peut demander à être intégré dans cette release simultanée. Tout ça, c'est géré par un planning council. Et ensuite, il y a un mécanisme automatique qui agrège tous les différents update sites d'Eclipse pour faire cette version et la sortir au bon moment. Au niveau de l'organisation, il y a 7 milestones sur l'année, donc entre 2 mois de juin. Donc, je crois qu'il dure à peu près 6 semaines. Il y a 4 release candidates avant de livrer la dernière version, la version finale. Et ensuite, il y a des services release qui apparaissent dans l'année. Donc, c'est les SR. Donc, par exemple, sur Luna, il y en avait eu 2. Sur Néon, il y en a 3. Sur Oxygène, il y en aura 4 parce qu'il y aura une service release spéciale en juillet pour Java 9. Donc, tous ces calendriers, et vous pouvez les consulter sur le wiki d'Eclipse. Vous pouvez même consulter les anciennes versions, voir si ça avait été respecté. Je n'ai pas vérifié, mais normalement, c'est pas trop mal fait. Et tout est livré tout le temps à l'heure. Donc, si vous remplacez Oxygène par Néon, vous aurez la même chose pour Néon. Donc, voilà ce qu'il y a sur ce wiki. En fait, vous avez ici les dates, toutes les dates des différentes versions, Milestone 1, Milestone 2, etc. Donc, bon, on ne va pas détailler ça, mais vous avez toutes les versions ici qui apparaissent. Alors, dans Oxygène, il y aura un certain nombre de projets. Donc, pareil, il y a ici une page qui vous donne tous les projets que vous aurez dans Oxygène. Donc j'ai pas mis tous les projets, la liste, c'est juste pour vous donner l'exemple de page que vous trouverez. Il y a toute la liste ici avec les versions attendues. Donc ça vous permet de savoir un petit peu à quoi vous pourrez avoir accès. Et donc ces règles d'intégration d'un projet dans une release, elles sont mises sur cette page-là de release FAQ, avec certaines règles. Alors pour trouver les nouveautés d'une version, il y a une règle d'URL qui est assez facile à faire en fait. C'est sur eclipse.org, eclipse/news, et après vous mettez le numéro de version et le RC1 ou M1, M2, M3, M4. Donc en fait, pour faire les slides, j'ai juste fait ça, sauf que je me suis bourré au début, j'ai fait sur Néon. Donc comme c'était Oxygène, j'ai dû tout refaire, parce que j'étais un peu fatigué. Donc c'est la 4.7, Oxygène. Parce que je me disais, mais ça existe déjà, ça, c'est bizarre. Et donc du coup, dans cette présentation, je vais juste vous présenter les plus pertinentes. Je me suis focalisé simplement sur les évolutions de l'IDE. Il y aura peut-être des évolutions sur des projets spécifiques à détailler plus tard, mais bon, on n'a pas trop le temps de voir tout ça. Donc l'IDE, je pense que tout le monde utilise, donc ça vous donnera quelques idées. Alors par exemple, j'ai rappelé pour chacune dans quel milestone ça apparaît. Donc là par exemple, tous les slides ce sera ça, c'est un screenshot, une petite explication, donc ça va aller assez vite, je rassure. J'espère que je peux dépasser après ça. Exemple, alors vous êtes sur JUnit, vous avez un test qui plante, et en général, quand un test plante, il y a une stack trace qui se déroule, donc vous pouvez maintenant naviguer, il y a plusieurs endroits où il y a des modifications comme ça, on peut directement
pour une erreur ou pour un test qui plante, avoir directement la trace dans la console, un petit pop-up pour faire ça. Alors tous ces trucs-là, vous les retrouvez avec les URL que je vous ai donnés avant. Bon, un truc qui peut être sympa aussi, c'est vous faites un organize import, ça arrive souvent quand on refactorise du code, il y a tous les organize import qui plantent, et puis des fois on se dira, ah oui mince, celui-là il fallait que je mette un filtre pour que ça se fasse automatiquement, ou des choses comme ça, puis si vous arrêtez l'organize import, il faut tout recommencer. Bon là ils ont rajouté un petit bouton skip qui permet de passer cette classe-là, et puis on le fera plus tard et on peut continuer. Il y a également dans la version M1 un truc qui s'appelle le layout, je sais plus si j'ai écrit, oui, layout spy. Le layout spy, alors j'ai pas eu le temps de l'essayer, mais ça permet d'avoir des informations sur le layout SWT. Alors c'est pas un spy au sens Eclipse 4 spy, ceux qui connaissent. Donc ça permet de récupérer des informations sur comment sont organisées vos vues et vos widgets. Donc ça peut permettre de vous aider à débugger certaines IHM. Des fois c'est un petit peu difficile en SWT de savoir où se retrouvent les choses. Donc ça peut, il peut y avoir des infos là-dedans. Bon, c'est pas un SPY 4, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps de regarder non plus, mais ça peut être intéressant à utiliser. En allant sur la page des releases M1, vous avez plus d'informations dessus. J'ai juste sorti les trucs les plus intéressants, si ça peut le faire. Ça c'est pas mal. Quand vous faites des stats dans le debugger, des fois, vous avez ici des calculs dans des tests. Là, il y a if getOther différent de nul. Vous faites next, puis getOther, vous aimeriez bien savoir quelle valeur ça avait. Dans le debugger, maintenant, il vous l'affiche. Il vous affiche la valeur de la dernière méthode qui a été appelée. C'est peut-être pratique pour débugger. Pareil que pour les tests JUnit, vous avez le show error in console. Quand vous avez une erreur qui se passe dans le error log, vous pouvez retrouver la trace directement de cette erreur dans la console. Ça, c'est pratique, ça évite d'aller fouiller dans la console. C'est pas mal du tout, ça. Vous avez également, alors pour ceux qui font des tests unitaires, les 2 ou 3 qui font des tests unitaires dans la salle, vous pouvez faire des screenshots avec JUnit et puis, alors c'est pareil, c'est documenté dans la page M2, ça génère le fichier quelque part. Vous pouvez récupérer ça pour savoir comment votre IHM s'est déroulé. Celui-là, j'ai trouvé pas mal aussi. Ils ont le contrôleur, alors je ne sais pas s'il existait avant, mais apparemment ils l'ont amélioré. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans Eclipse, vous faites CTRL-E et vous pouvez switcher d'un éditeur à l'autre. C'est le 2.n de VI, peut-être un truc comme ça, non? Donc je ne sais pas, donc tu connais pas VI, bon, c'est pratique, ça affiche tout ça, puis on peut filtrer aussi pour retrouver rapidement un fichier. Souvent on a 35 éditeurs ouverts, c'est un peu pénible d'aller dans la petite boîte et puis sélectionner, on fait CTRL-E, on tape 2 lettres et hop, il le retrouve. Debug, le remote debugging, vous savez, dans les langues configuration de debug, vous pouvez accéder à une JVM à distance. Et si vous débuguez le même programme qui est déployé sur plusieurs JVM, vous pouvez maintenant gérer ça et dire combien de connexions maximum vous pouvez faire. Bon, je n'ai pas testé non plus, hein, je n'ai pas le temps, mais ça peut être intéressant si on répartit des choses comme ça. Le hot code replace, ça des fois ça peut être embêtant si on change le code. Alors, des fois c'est bien et c'est pas bien. Vous êtes en train de débugger, puis vous êtes en mode debug, vous changez le code, vous savez, ça le reprend souvent automatiquement à chaud. Des fois on n'a peut-être pas envie que ça le fasse. Donc vous avez maintenant une option dans les préférences pour le faire enable ou disable, pour le rendre actif ou pas. Ça c'est en M3, jusqu'en M3 on a ça. Alors ça je l'ai mis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils pour chercher des plugins dans les features, c'est un peu pénible quand on fait des livraisons. On ne sait plus où se trouve le plugin, c'est un peu, on ne sait pas dans quel feature il est. Ben maintenant c'est intégré dans le Search Plugins, c'est la fenêtre Search, on peut chercher dans les fichiers, on peut chercher dans les modèles, etc. Ben là on peut chercher dans les plugins et on peut retrouver le nom d'un plugin s'il est dans une feature. Ça peut être utile. Alors le générique text editor. C'est toi ça, non? J'espère que je vais pas dire de conneries. Donc le générique text editor, c'est une nouvelle contribution aussi qui est apparue en M3, dans Oxygène M3, qui propose 3 points d'extension qui permettent de faire des éditeurs génériques. Alors les éditeurs génériques, il y en a un exemple dans l'explication de la page.
Ou ici, bon, par exemple, c'est un petit peu de code, je ne sais même pas ce que c'est comme code, c'est du Gradle. Ou cet éditeur avec le syntaxe highlighting, je pense qu'il y a ici le formatage, je crois. Non, je sais pas. Non, et ça, bientôt. Il y aura un autre point d'extension pour ça. Ouais. Je ne dis pas encore. Voilà. Alors, c'est pas du Xtext. Ok. C'est pas du Xtext, mais ça permet d'avoir rapidement un éditeur syntaxique correct dans Eclipse, sans être obligé de passer par toute l'infrastructure de Xtext. Donc c'est intéressant, ça permet de rajouter les choses rapidement. Ça c'est pour ceux qui font du Eclipse 4. Il y a une gestion maintenant sur les parts et les perspectives des trim bars. Donc ça c'est dans l'application model, pour en rajouter plus facilement. Ça permet d'intégrer des status bars ou des choses comme ça. Il me reste 10 minutes, ça on va le faire. Alors, il y a également, pour ceux qui font l'Eclipse 4, sur le point d'extension Eclipse 3, il y a un nouveau machin pour dire inject, true. Je ne sais pas qui a fait ça, j'ai regardé. Ok, bon, pourquoi pas. Je trouve que c'est un peu solution de désespoir. Parce que pour écrire ça, on peut déjà mettre des vues écrites en Eclipse 4 qui sont injectées, parce qu'il y a un élément if4view sur le point d'extension de vue Eclipse 3. Ou sinon, on peut très facilement aussi rajouter une vue avec un fragment de modèle en rajoutant ça dans les parts descripteurs de l'application. Donc ce truc-là, bon, ça a été rajouté. Peut-être qu'on ouvrira un bug pour l'enlever, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très bien. Mais bon, je trouve que ça mélange un peu les genres. Le Quick Access. Le Quick Access, il a été aussi amélioré sur certains points. Alors le Quick Access, moi j'utilise de plus en plus souvent. Vous avez une petite fenêtre en haut de votre Eclipse. Vous pouvez taper n'importe quoi, puis vous retrouvez rapidement des choses. Alors il y a eu des petites améliorations. Donc vous pouvez mettre des mots séparés, donc ils retrouvent les mots. Vous pouvez mettre des wildcards à l'intérieur. Et puis aussi ils ont filtré parce qu'il y avait les previous choice ici qui dupliquaient les choses. Donc ça évite de l'avoir deux fois. Si jamais vous cherchez Java Class alors qu'il était déjà là, puis qu'il devrait apparaître aussi en dessous, il apparaît plus. Et vous avez aussi des wildcards qui marchent. Bon, c'est des détails, mais bon, c'est bien de le savoir. Comme ça, quand on l'utilise, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est pas mal. Pareil, le nommage de la fenêtre principale de votre IDE, par défaut, on ne sait jamais où est le workspace et tout ça, vous pouvez le mettre directement dans votre fenêtre en haut. Vous avez dans les préférences workspace, ici vous pouvez dire ce que vous voulez voir, le nom de la perspective, courante. Bon là c'est vraiment qu'on est perdu si on met ça, mais au moins le nom du workspace où on se trouve, si on switch souvent de workspace, c'est pratique de l'avoir en haut. Et le nom du produit qui est en cours de lancement, bon, normalement c'est IDE Workbench, mais ça peut être pas mal. Alors ça c'est pas mal, c'est un truc pour grouper des launch config. Il y a un nouveau type de launch configuration qui s'appelle le launch group, qui permet de regrouper des launch config. Des fois si vous faites des applis web avec des clients et des machins comme ça, j'ai eu le cas, la dernière mission que j'ai faite, à chaque fois que je lançais le client, ah merde, j'ai pas lancé le serveur, j'ai oublié de lancer le serveur, il faut que je relance tout. Bon, vous pouvez faire une launch group. J'aurais dû faire la présentation avant de faire la mission, pu le faire avec ça. Et avec le launch group, vous allez pouvoir donner des conditions de lancement. Donc là, on va lancer une Eclipse application, une Java application. Et il y a des paramètres qui peuvent se mettre. Alors il y a eu deux versions en M4 et en M5 là-dessus, et des petites améliorations en M5. Ça, je trouve ça pas mal aussi. On peut trier les breakpoints sur la date de création. Bon, on va peut-être utiliser une fois dans l'année, mais bon, ça peut servir. Pourquoi pas. Bon, des fois, on se demande, il y a des trucs. Mais bon, ok. Ouais, si on a 200, c'est peut-être pas mal. Ah oui, le dernier que j'ai mis, je sais plus où il est. Ça aussi, oui, ça c'est pour gérer les problèmes d'override de plugins entre le workspace et la target platform. Si vous importez des plugins de la target platform et que vous voulez qu'ils prennent la main ou non sur la target platform, vous pouvez maintenant sélectionner ça pour savoir qui prend la priorité de l'un sur l'autre. Le help service, en Eclipse 4, il n'y avait pas trop de gestion d'aide, en Eclipse 4 pur. Après, avec la couche de compatibilité, évidemment, ça marchait. Mais maintenant, il y a un help service qui est disponible dans le contexte d'injection. Et donc, on peut le récupérer. Et sur cette interface, on peut faire afficher de l'aide en ligne, avec les ID de help context ID ou des choses comme ça. Vous pouvez cacher la status bar, c'est super pratique, on ne sait jamais. Si elle vous énerve, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez aussi cacher la toolbar du bas, super. Vous pouvez, alors ça c'est pour ceux qui font de l'Eclipse 4 et qui font des fragments de modèles. Ça c'est des bugs qu'on a corrigés pendant le hackathon fin décembre.
Ici, dans un fragment de modèle, on va désigner l'élément sur lequel on veut contribuer. Si c'est l'application, on peut mettre l'ID de l'application ou xpath et // ici. Et donc du coup, si on est sur une application, on pourra proposer que des champs de l'application, des relations de composition de l'application. Donc si on commence à taper des lettres, ici ça fait l'autocomplétion et ça évite de faire des erreurs. Dans le même genre, on a corrigé aussi, quand on fait sur un modèle fragment, là ici je suis sur les children d'une application. Les children d'une application, c'est forcément des fenêtres. Et donc du coup, ça vous propose que les fenêtres qui sont disponibles dans l'application model. Ça permet de filtrer. Avant, il y avait tous les objets de l'application model. C'était assez pénible et confusing. Toggle tracepoint, ça c'est super cool. Combien de fois dans votre code vous avez dit « Ah tiens, je vais regarder si je passe là-dedans », puis vous rajoutez du code, vous mettez system.out.println, je suis bien passé par là. Vous n'avez plus besoin de le rajouter, ce code-là, vous faites toggle tracepoint ici, et ça va automatiquement vous mettre un point d'arrêt avec une condition qui fera que dès que vous allez rentrer là-dedans, ça va dire « Ah ben on est bien passé par là ». Donc on peut le changer, en plus, ça dans les paramètres du tracepoint, mais par défaut, il vous met ça, system.out.println, de test machin. Donc ça évite d'écrire ça dans le code. Ça évite d'en avoir 200, des system.out.println. Combien de temps il me reste? 2 minutes? Il te reste 4 minutes. Ah, 4 minutes, ça va. 3 minutes. Éditeur de Target Platform. Qui n'a pas s'est tiré les cheveux avec la Target Platform? Alors, l'éditeur de Target Platform qu'il y a dans Eclipse, par défaut, il est tout pourri. Je peux le dire parce que les committeurs me l'ont dit eux-mêmes, hein, donc je peux le dire. Du coup, il y a des gens qui proposent des solutions. Alors, il y a celle-ci, qui est faite avec l'éditeur générique dont on a parlé tout à l'heure, qui permet d'éditer le fichier de Target Platform avec les repositories, et puis quand on fait Control Space, il vous retrouve tout ce qu'il y a sur le repository. Donc ça, c'est pas mal, et ça permet d'avoir tout ça. Bon, après, ça gère encore les versions derrière, donc je ne suis pas sûr que ce soit à l'usage, que ce soit super maintenable, mais pourquoi pas. Je fais quand même de la pub pour votre ancien collègue d'OBO, pour l'éditeur de Target Platform Definition, qui fait à peu près la même chose, mais sans les versions, parce qu'il les recalcule automatiquement. Et donc du coup, on a un fichier qui dit juste les features dont on a besoin. Je l'ai utilisé, pareil, sur la dernière mission sur laquelle j'étais sur Juno, je suis passé sur Néon, j'ai juste changé Néon comme URL, et puis j'ai régénéré le fichier Target, il m'a retiré toutes les versions de Néon. Si j'avais utilisé cet éditeur-là, pour mixer de Juno à Néon, il aurait fallu que je retrouve les versions. Je pense que j'y aurais passé du temps. Mais l'autre éditeur est bien si on veut éditer juste des trucs unitaires, je pense. Après, si on fait des grosses migrations, c'est peut-être plus gênant. Oui, les templates de plugins. Bon, ça, c'est Lars qui les a renommés. S'il y avait d'autres noms. Donc, il a mis maintenant menu contribution using Fortex API ici, pour bien distinguer ceux d'Eclipse 4. Il y a également un nouveau template de plugin. Donc ces templates de plugins Eclipse 4, ça génère des plugins purs Eclipse 4, avec que du code Eclipse 4, des modèles fragments, des choses comme ça, pour donner des exemples. Donc celui-là a été rajouté aussi pour ajouter une toolbar. Et il est aussi complémentaire à celui qui permet de créer des projets Eclipse 4. Il y en a un autre aussi qui permet de faire ça. Donc ces plugins-là s'affichent quand on fait create, ne pas créer une application HTTP. Je suis à l'heure. C'est bon, ouais, c'est fini. Voilà, donc si vous avez des questions, non, tant mieux, comme ça on passe au suivant.